C'est un délire, j'habite tellement la campagne que moi, ce qui m'empêche de tourner sans avoir de bruit autour, et j'espère que vous l'entendrez pas, c'est pas des travaux actuellement, c'est le bruit d'une myriade d'oiseaux juste à côté de chez moi. Bref, salut tout le monde, bienvenue pour le journal, nous sommes aujourd'hui le mardi 17 mars et pour commencer nous allons parler du rêve d'un vieil homme. Et qui est-on pour juger le rêve d'un vieil homme? Sauf qu'ici on parle de football, on parle de Michael Olise du côté du Real Madrid. Le vieil homme, ce n'est évidemment pas Olise, c'est Florentino Pérez qui apprécierait particulièrement le joueur. On en a déjà parlé, mais vraiment cette affaire me choque tellement, j'aime tellement le joueur que je me vois dans l'obligation de vous en parler. Nous évoquerons également la FFF et des tensions avec France Télévisions, parce que oui, ce serait bête dans le football français de n'avoir que la LFP qui se brouille avec ses diffuseurs. Nous parlerons de l'avenir de Diomandé qui s'annonce particulièrement glorieux parce que c'est un joueur qui attire à juste titre la convoitise. On parlera de Youssouf Fofana et enfin on clôturera le journal avec les compositions attendues pour le gros match du jour entre Chelsea et le Paris Saint-Germain. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. 160 millions d'euros, c'est la somme que serait prêt à débourser le Real Madrid pour recruter Michael Olise, dont Florentino Pérez est un grand fan. On l'apprend dans Bild, mais c'est une rumeur qui est persistante et qui était également évoquée du côté de la presse espagnole. Alors concrètement, est-ce que le Real Madrid va faire les mêmes erreurs en boucle? Parce que j'ai vraiment l'impression qu'on se dirige vers ça. Non pas que Michael Olise soit pas un joueur de qualité. Pour moi, c'est le nouveau génie français. On peut éventuellement mettre Cherki également avec cette étiquette, mais c'est un joueur que j'adore et qui est incroyablement performant. Non, le problème, c'est pas ça, c'est plutôt l'effectif du Real Madrid. Regardez les attaquants et milieux offensifs dont dispose le Real. Arda Güler est un jeune qui monte en puissance. Bellingham, c'est une recrue qui était XXL et qui est polyvalente. Vinicius, c'est un joueur irremplaçable s'il reste. Rodrigo, il a prouvé qu'il fallait pas l'enterrer. T'as été recruté tout récemment Mastantuono. Brahim Diaz, c'est une option solide. Et évidemment, t'as Kylian Mbappé. Tout ça pour vous dire qu'il y a quand même un certain embouteillage en attaque. Alors embouteillage ou pas, t'inquiète pas, Michael Olise, c'est un motard qui se faufile entre les voitures bloquées, mais même s'il apporterait à l'effectif, puisqu'il apporterait à n'importe quel effectif, est-ce que c'est la priorité du côté du Real Madrid? J'ai pas l'impression, et quand je parle du fait de répéter les mêmes erreurs en boucle, c'est que le Real Madrid a déjà été dans l'accumulation des attaquants. Tu te rends compte que ça peut créer des tensions dans le vestiaire, qu'en plus, ça crée pas forcément une équipe équilibrée et que les priorités seraient peut-être ailleurs. Et là, on nous annonce que Florentino Pérez kiffe Michael Olise et il voudrait le faire venir. Moi, j'ai un immense respect pour Florentino Pérez, évidemment. Comment ne pas en avoir, vu ce qu'il a fait au Real Madrid, vu comment il a vraiment hissé cette équipe très très haut. Mais en attendant, j'ai quand même l'impression que il y a une obsession pour les stars, pour les joueurs du moment, pour les recrues offensives qui aident peut-être d'un point de vue business, mais qui d'un point de vue sportif sont pas les priorités. Et puis en plus de ça, est-ce qu'on parle du Bayern là-dedans? Non, parce que même 160 millions d'euros, pour moi, c'est pas assez pour déloger Michael Olise du côté du Bayern Munich. Il a un contrat long, il a pas de clause libératoire. Le Bayern ne parviendrait pas à le remplacer parce qu'il est irremplaçable, donc ils ont aucune raison de le laisser partir. Et du côté de Michael Olise, alors on sait que le Real Madrid, ça a une attractivité toute particulière, mais en attendant, sportivement, aujourd'hui, il vaut mieux être au Bayern qu'au Real, je pense. Donc, tonton Florentino Pérez va falloir arrêter le délire. Bon, alors la LFP s'est embrouillée avec Canal, la LFP s'est embrouillée avec beIN, mais on ne s'arrête pas là dans le football français puisque désormais on parle pas de la LFP mais de la 3F, de la FFF, de la Fédération Française de Football qui est en train de s'embrouiller avec France Télévisions concernant la Coupe de France. Alors c'est quand même fort parce que France Télévisions, je sais pas quelle image vous en avez, mais pour moi c'est pas forcément l'acteur le plus agressif et véhément du marché télévisuel et s'embrouiller avec eux c'est quand même se mettre dans une situation assez inédite. Mais il y a une vraie raison et je dois être honnête avec vous, je comprends à la fois la 3F et France Télévisions. En fait, la Fédération Française de Football voudrait repousser, décaler la finale de la Coupe de France étant donné qu'elle devrait avoir lieu le 23. Ils veulent la déplacer le 22 pour éviter des travaux qui rendraient les déplacements des supporters relativement compliqués. Ça peut se comprendre. Le problème, c'est qu'à la date qu'ils ont prévue pour le déplacement, il y a également la finale de Coupe d'Europe du rugby que diffuse France Télévisions.
Donc je comprends la Fédération française de football, mais en même temps je comprends France Télévisions qui se dit on a 2 événements sportifs majeurs, c'est quand même con qu'ils soient diffusés la même soirée, on va se cannibaliser et on a 2 programmes premium qu'on paie pour finalement qu'ils se tirent entre les pattes. En plus, c'était pas prévu comme ça initialement dans le calendrier. Alors juridiquement pour le moment, France Télévisions ne lance rien. Mais au moment où France TV est en train de renégocier à la baisse les contrats, c'est peut-être quelque chose qui va pas aider la Fédération française de football. Heureusement, contrairement à la LFP, la 3F, elle s'entend très bien avec beIN Sport. C'est toujours ça qui fonctionne bien dans les relations avec les diffuseurs. Selon Bild, une lutte se dessine entre Liverpool et Manchester United pour un joueur absolument fabuleux. Je parle de Diomandé, un joueur qui est arrivé l'été dernier au RB Leipzig et pour lequel le club allemand va faire une bascule financière absolument hallucinante puisqu'on rappelle qu'ils l'ont recruté pour une somme relativement mineure et qu'aujourd'hui c'est un joueur qui est estimé 45 millions d'euros, mais croyez-moi, il partira pour bien plus parce que Diomandé il a seulement 19 ans, parce que Diomandé il a un contrat jusqu'en 2030 et parce qu'avec la concurrence, à mon avis, vous avez peut-être trouvé que j'abuse, mais c'est un joueur qui peut partir pour au moins 100 millions d'euros. Il faut regarder la saison qu'il est en train de réaliser. Statistiquement déjà c'est impressionnant puisque 28 matchs, 11 buts et 6 passes décisives pour un joueur de 19 ans, ça te donne quand même la couleur, mais au-delà de ça, c'est un excellent dribbleur, un dynamiteur, un mec qui fait avancer le jeu, une fusée qui va à 1000 à l'heure, bref, le genre de joueur moderne qui explose tout sur les terrains de foot, qui brille particulièrement en Bundesliga et qui a de quoi attirer les plus grands clubs. Il est ultra jeune, il est ultra bon, il a une marge de progression ultra forte, donc oui, Diomandé, c'est l'avenir du foot et c'est un joueur qui peut se négocier pour plus de 100 millions d'euros, j'insiste là-dessus. La seule petite interrogation que je mettrais, c'est le fait qu'il est tout jeune, évidemment. Une saison à Leipzig, même si c'est impressionnant, ça reste une ligne relativement chiche sur le CV, ça fait pas 5 ans qu'il cartonne tout dans l'Europe. Mais je pense pas trop me tromper en disant qu'il est destiné à un très grand avenir et que la Côte d'Ivoire a de la chance de l'avoir. Il se voit comme un dommage collatéral de la non-diffusion de la Serie A en France durant toute une période. Je parle de Youssouf Fofana qui a donné une interview au journal L'Équipe et il faut avouer qu'en termes de médiatisation, évoluer du côté de l'Italie, c'est pas le meilleur truc en tant que joueur français pour qu'on parle de toi dans l'Hexagone. Est-ce que vous entendez beaucoup parler d'Adrien Rabiot depuis qu'il a quitté Marseille? Non, pourtant il est absolument énorme au Milan. Est-ce que vous entendez parler de Nkunku depuis qu'il est au Milan? Non, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui pensent encore qu'il s'est enterré du côté de Chelsea alors que il a bougé. Il est en prêt du côté de l'Italie et finalement ce constat, je peux parfaitement le comprendre. Alors dans cette interview, Fofana va quand même confirmer des choses positives sur le football italien, notamment un cliché, mais un cliché qui est plutôt positif, c'est le fait que ce soit un football extrêmement exigeant tactiquement et que ça l'a fait évoluer. Une évolution, il en a également connu une en termes de poste où aujourd'hui il évolue davantage en tant que relayeur droit que comme mec qui est dans un double pivot devant la défense. C'est sexy sur le papier, mais dans les faits, il s'est rendu compte qu'il aimait bien avoir le temps de construire le jeu et que ce nouveau poste, ça va pas forcément dans le sens de ce qu'il préfère et il se trouve même plutôt moins bon ici. Mais de toute façon, on va être honnête, si pour lui, la grande frustration qu'il peut avoir, c'est qu'on a du mal à identifier en tant que footballeur, qu'on lui reconnaît pas assez ses qualités créatives notamment, et c'est vrai que parfois on voit des raccourcis dans le football et des catégorisations de joueurs qui sont plutôt fausses. Je pense que Fofana en souffre, mais s'il n'a pas été appelé depuis fin 2024 en équipe de France, c'est pour moi pour une autre raison, c'est que ça a beau être un bon joueur, on a beau dire qu'on manque de talent au milieu de terrain, la concurrence ça reste au-dessus Youssouf Fofana. Pour moi c'est un joueur qui a besoin de prouver davantage pour mériter d'être rappelé avec les Bleus. Je lui souhaite, parce que franchement ce serait une belle aventure la Coupe du Monde, il a eu quand même pas mal de sélections, donc sortir au moment où tu t'apprêtes à vivre la grande compétition c'est frustrant, mais il y a encore du travail pour ça. Les compositions attendues pour Chelsea-PSG sont sorties. Alors est-ce que les Blues vont réussir à résister au Paris Saint-Germain? Sûrement. Est-ce qu'ils vont réussir à remonter 3 buts? Ça c'est une toute autre histoire. Voici ce qu'on devrait avoir selon le journal L'Équipe. Alors du côté du Paris Saint-Germain, du grand classique comme à aller, toujours pas de Fabien Ruiz, donc Zaïre Emery au milieu de terrain. Doué débuterait sur le banc. Les performances de Barcola et de Gvara justifieraient leur titularisation et je dois avouer que moi je verrais plutôt ça d'un bon oeil parce que je me dis que Chelsea va essayer de remonter le score, qu'ils vont créer des espaces, que Barcola va pouvoir
les exploiter et que c'est vraiment le bon profil du joueur, contrairement à Gvara qui est pas forcément le profil idoine dans ce genre de situation, mais qui petit 1 a une qualité intrinsèque qui justifie largement la titularisation, et petit 2 est un homme des grands soirs, il l'a prouvé au match aller, donc là tu peux te dire que forcément ce serait un atout. Du côté de Chelsea, il y a quelques contrariétés quand même. Au milieu de terrain, tu aurais Lavia plutôt qu'André Santos, mais surtout c'est Reece James qui est absent, et ça c'est un sacré coup dur. Malo Gusto et Fofana sont malades, donc annoncés incertains, c'est dur de faire sans eux, donc je pense qu'ils seront titularisés, mais en tout cas il faudra peut-être s'attendre à avoir une petite baisse de forme par rapport à leurs prestations habituelles. Cette équipe de Chelsea, elle est très belle, cette équipe de Chelsea, elle méritait peut-être pas de se prendre une fessée comme ce qu'ils ont pris au Parc des Princes, donc je la vois bien relativement bien résister au Paris Saint-Germain. Mais remonter 3 buts, ça me paraît très improbable. Le PSG nous a appris à être prudent en matière de remontada, mais au bout d'un moment, on va pas refaire l'histoire 40 fois, on va arrêter de vivre dans la peur. Je pense que le PSG a quand même validé une belle option. Et justement, quels sont les codes? Je vous les présente dans une partie sponsorisée par Winamax. Je vous rappelle que c'est comme au casino, la maison est toujours gagnante, mais si vous avez envie de vous lancer, code promo TMF10, ça vous donne 10 € en free bet lors de votre inscription, et Winamax rembourse votre premier pari s'il est perdant jusqu'à 100 €. Le PSG a une belle cote, une cote à 2,90. En fait, Chelsea est favori avec sa cote à 2, mais les parieurs vont quand même du côté de Paris. Sur les pronos les plus posés, on a un petit peu de tout, mais les gens voient un match assez ouvert, et justement de mon côté, les deux équipes qui marquent PSG ou match nul, parce que je vois bien Chelsea réussir à faire un petit coup, mais ça voudrait quand même dire qualification du PSG, cote à 2,20. J'ai confiance en les hommes de Luis Enrique, je pense pas que ce sera un match facile, mais je me réserve l'option du match nul avec quand même une petite confiance pour Paris. Terminé pour le journal du jour, je vous ai bien trop habitué à annoncer mes sujets au cours de ces précédentes journées, donc je vais pas trancher cet après-midi, tout simplement parce que j'ai plusieurs trucs sur le feu, sur des clubs notamment engagés en Champions League, j'ai pas encore tranché, donc je voudrais pas vous annoncer quelque chose qui finalement ne sortira pas de sitôt. J'ai appris de mes erreurs concernant ce sujet. Je vous donne rendez-vous aux alentours de 17 h, qui fait bien votre journée, salut.